Le 2 septembre 2015, vers 20 h, Ricky Paniagua est sur un petit nuage. Il prépare ses affaires pour partir le lendemain à Cancun. Il attend sa future fiancée, Kendra Hatcher. Elle est partie chez une amie chercher une caméra qui filme sous l'eau. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à ce moment même, la police envahit le niveau -1 de son complexe d'appartements. Les secours ont été appelés après qu'un coup de feu ait retenti. Une femme gît au sol, près de sa voiture. Elle est inconsciente. Kendra Hatcher ne partira jamais à Cancun. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Avec Malice. Avant de commencer, je souhaite vous dire un petit mot. Merci à tous pour vos encouragements. Je ne vous le dis pas souvent, mais cela me fait extrêmement plaisir. Et quant à ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes sur une chaîne de True Crime. Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de liker. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire choquante et terrifiante de Kendra Hatcher qui s'est retrouvée confrontée face à la rage incontrôlable, à la folie. Même si tout se passe dans la grande ville de Dallas, au Texas, Kendra Hatcher est née et a été élevée dans un petit village de l'Illinois, à Pleasant Plains, 810 habitants. C'est une banlieue très éloignée de la ville de Springfield. Malgré tout, il y a une école, et Kendra y restera jusqu'à l'âge de 18 ans. Au niveau académique, elle s'en sort extrêmement bien. Elle rêve de travailler dans le milieu médical. En 1998, elle est obligée de quitter son petit village tranquille et ses parents. Elle rejoint l'université du Kentucky, où elle fait une majeure en biologie, et à côté de ça, elle étudie l'espagnol. Elle adore cette langue. Durant les vacances scolaires, Kendra ne part pas avec ses amis faire la fête. Elle préfère travailler pour Habitat for Humanity. C'est une organisation non gouvernementale qui aide les gens à réparer ou même à construire leur maison. Quand elle a fini son cursus en biologie, elle part à l'université de l'Indiana, où elle commence des études en soins dentaires, spécialisée en pédiatrie. Kendra est une très belle femme, une brune avec de beaux yeux bleus, et c'est une femme très passionnée. Et durant son université, elle a rencontré Scott Fitt, avec qui elle s'est mariée en 2004. Mais malheureusement, entre les deux, cela ne durera pas. Elle dira que c'était un amour de jeunesse, et quant à Scott, il n'aura aucun mot méchant envers Kendra. Le diplôme en poche, Kendra s'envole vers Dallas. C'est un rêve qu'elle construit depuis toute petite. Et puis à Dallas, elle a trouvé un emploi exceptionnel dans un cabinet de dentiste au standing, Smile Zone. Et ce cabinet est réputé aussi pour donner des soins gratuits aux personnes défavorisées, des soins de haut standing. Et c'est quelque chose qui lui tient extrêmement à cœur à Kendra. Durant ses vacances, elle a l'habitude de partir au Guatemala pour donner des soins dentaires gratuits aux enfants, de travailler dans un cabinet qui aide les personnes défavorisées et aussi qui lui donne une paye très confortable, est une grande réussite pour Kendra. Et petit à petit, Kendra s'est fait un bon réseau d'amis. Elle profite de la vie à Dallas aussi. Elle va dans les concerts et les bars. Elle s'est acheté un appartement au Gable Park 17. C'est une résidence, un complexe d'appartements de très haut standing. Il y a une piscine extérieure, une vue sur Dallas, un concierge, un parking, une salle de sport. Et tout ça avec une élégance qui fait baver. Et malgré tout, Kendra se sent seule. Et elle se plaint à ses amis. Elle souhaite trouver l'âme sœur. Elle a 35 ans. Kendra rêve d'avoir des enfants aussi. Elle a rencontré plusieurs hommes, mais personne n'a laissé d'empreinte dans son cœur. Elle n'a pas trouvé l'homme qui l'a fait vibrer. Alors sa meilleure amie lui dit de s'inscrire sur Tinder. C'est une application qui existe depuis 3 ans. Et très rapidement, c'est le cas. Elle déniche Ricky Paniagua. Dans sa présentation sur Tinder, il se décrit comme quelqu'un de très heureux. Il a réussi à réaliser son rêve d'enfance, d'être médecin. Financièrement, il est confortable, mais il rêve d'ouvrir la portière de sa voiture pour qu'une fabuleuse femme puisse en sortir. Il insiste beaucoup sur le fait qu'il est passionné par son métier et qu'il a un emploi du temps surchargé. Et cette description correspond complètement à ce que recherche Kendra, et elle aussi, elle a un emploi du temps chargé. Les deux commencent à communiquer sur Tinder. Et puis ils s'appellent, et très rapidement, ils se rencontrent. Et dès ce jour-là,
un couple s'est formé. On est en mai 2015. Les deux sont sur un petit nuage. Kendra dira à sa meilleure amie que Ricky, c'est le bon. En plus d'être charmant, il est attirant. Il est exactement tout ce qu'elle recherche. Il coche toutes les cases. Et en plus, tout comme elle, il a été divorcé. Résultat, les deux ne sont pas embarrassés d'en parler. Leur relation s'emporte au rythme de leur passion. Dès qu'ils ont un moment de libre, les deux sont ensemble. Ils vont au restaurant. Ils partent en week-end romantique. Pendant l'été 2015, ils iront 3 fois en Californie. Ricky vient de Californie. Il a toute sa famille là-bas. Et à chaque fois qu'ils partent là-bas, ils font des plans. Des plans pour le futur. Des plans très sérieux. Et fin août 2015, ils décident que pour la fête du travail, qui se déroule le premier lundi du mois de septembre en Amérique du Nord, ils partiront pour Cancun. Les deux prévoient de s'installer tranquillement sur un transat face à la mer Émeraude avec une margarita à la main. En plus, Kendra n'a jamais pris de vacances. Et là, elle a envie. Mais tout cela n'arrivera pas. Le 2 septembre, la veille du départ, Ricky part au Gable Park 17, chez Kendra, et commence à préparer ses affaires. Alors qu'elle revient chez elle à 19h52, elle rentre dans le parking, au niveau -1. Elle se gare à sa place, comme d'habitude. Et c'est Hachim Saad, un résident de ce complexe d'appartements, qui raconte la suite. Il explique qu'il était avec un ami et il se dirigeait vers l'ascenseur. Quand d'un coup, il a entendu crier « Non, non, non !» et un coup de feu. De suite, il a eu peur. Et avec son ami, ils se sont précipités vers sa voiture pour se cacher. À ce moment-là, ils ont entendu des pneus qui crissaient sur le sol du garage. Et il aperçut une Jeep Cherokee qui se dirigeait vers la sortie. Hachim se précipite vers le lieu où il a entendu les cris et il trouve près d'une voiture blanche une femme, étendue au sol, immobile. Une flaque de sang se constitue au niveau de la tête. Ses beaux cheveux bruns cachent une partie de son visage pâle. Le temps que Hachim appelle le 911, les cheveux de Kendra seront imbibés de sang. Quand les ambulanciers arrivent sur place, il est trop tard pour Kendra. Elle sera déclarée morte au niveau -1 du parking de la résidence Gable Park 17. Quand les policiers arrivent, ils s'emparent des lieux et en font une scène de crime. De suite, ils pensent à un vol qui aurait mal tourné. Kendra vit dans un appartement très luxueux. Quelqu'un aurait pu attendre un résident. Les policiers découvrent une douille au sol près du pied gauche de Kendra. Au niveau de sa tête, il y a son téléphone. Mais il manque son sac à main. Et c'est pour ça qu'ils pensent au vol. Mais plus tard, avec les conclusions de l'autopsie, ils comprennent que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un vol qui a mal tourné. Le médecin légiste explique que Kendra a pris une balle à l'arrière de la tête qui est ressortie par la mâchoire. Et à ce moment-là, elle se tenait debout, dos à l'agresseur, les mains en l'air, derrière la tête. Pour lui, c'est une exécution. C'est personnel. À ce moment-là, sur la scène de crime, la première chose que font les policiers, c'est d'aller voir les caméras de vidéosurveillance. Il y en a peu, la qualité est mauvaise, et comme toujours, l'angle n'est pas parfait. Mais ils découvrent qu'il y a une Jeep Cherokee de couleur sombre qui est rentrée dans ce parking à 19h17, soit 30 minutes avant l'arrivée de Kendra. Elle a stoppé au niveau -1 du parking, à peu près à 50 mètres de la place de Kendra. Cette Jeep est rentrée à 19h17 dans le parking, mais depuis le début de l'après-midi, elle était stationnée devant le parking. Pour les détectives, le tueur est arrivé plus tôt, et pendant des heures, il a attendu Kendra. Et quand sa voiture s'est engouffrée à son tour dans le parking, à 19h52, le tueur s'est dirigé vers l'emplacement de Kendra, et puis après, il y a eu des coups de feu. La Jeep fait marche arrière d'un coup, et le tueur arrive en courant, et il monte côté passager. La voiture accélère et se dirige vers la sortie. Les policiers ont remarqué que pendant le coup de feu, il y avait quelqu'un dans cette Jeep, quelqu'un qui conduisait. Et cette personne est une femme. Maintenant, les policiers recherchent 2 individus. Et le soir même, une conférence de presse en urgence est menée par la police.
Ils avisent la population qu'une femme de 35 ans, dentiste, a été abattue dans son parking. Ils recherchent une Jeep Cherokee sombre et ils montrent les photos. Et le 3 septembre, les policiers commencent à enquêter sur la vie de Kendra. Et ils ne trouvent rien. Elle est aimée de tous, elle n'a pas eu de comportement douteux, pas de fraude, pas de drogue, rien. Et c'est le 4 septembre, 2 jours après la mort de Kendra, que tout commence. Après que José Ortiz ait appelé la police. Cet homme est en panique au téléphone, parce que la voiture qui est à la télé, la voiture qui est recherchée, c'est la sienne. Il explique qu'il n'a rien à voir avec tout ça, il est extrêmement anxieux, il se dit innocent. Cette voiture, il l'a prêtée à une amie, Brenda Delgado. On lui demandera de venir au poste de police, et c'est ce qu'il fait. Il raconte la même chose, il est innocent, il a peur. Il explique qu'il est mécanicien, il a son propre garage. Le matin du 2 septembre, son amie d'enfance, Brenda, est venue à son garage. Elle était accompagnée d'une amie à elle, une certaine Crystal Cortez. La voiture de Crystal ne marchait pas très bien, donc il l'a gardée pour la réparer. Ensuite, Brenda l'a supplié de lui prêter une voiture. Elle en avait absolument besoin dans l'après-midi. Alors José a prêté sa vieille Jeep Cherokee couleur sombre, qui a des taches sur le capot. Et puis il continue, il dit que cette Jeep Cherokee lui a été rendue. Quand il est arrivé au travail le 3 septembre, c'est-à-dire hier, elle était dans son parking. Et quand il a vu à la télé sa voiture en photo, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir Brenda. Il lui a demandé pourquoi sa voiture était recherchée. Et Brenda, calmement, lui a répondu que ce n'était pas sa voiture. Mais José sait que c'est sa voiture. Il a reconnu les taches sur le capot. Donc José insiste. Il veut aller voir la police. Mais Brenda, elle ne veut pas. Elle dit que ce ne sont pas leurs affaires. Et ce que fait Crystal, c'est son problème à elle, pas le leur. Elle ajoute aussi que s'il est trop anxieux, il n'a qu'à repeindre sa voiture. La changer de couleur. Les policiers n'y verront que du feu. Et puis petit à petit, José le sent. Cette conversation commence à agacer Brenda. Et à un moment donné, elle lui dit qu'il ne devrait pas aller voir la police, parce que sinon, ils vont le déporter. José Ortiz est mexicain. Il n'est pas né aux États-Unis. Et donc c'est tout tremblant que José rentre chez lui. Et il n'arrête pas de réfléchir à ce que lui a dit Brenda. C'est vrai que son garage n'est pas vraiment légal. Il a peur de tout perdre. Donc quand il va se coucher, il a décidé qu'il n'irait pas les voir. Mais après une nuit blanche, il les a appelés. En plus, ce soir-là, José a un alibi. Il était au restaurant avec Brenda, son amie d'enfance. Ils sont allés manger au Chili's. Ils y sont restés toute la soirée. Et les policiers, après l'interrogatoire de José Ortiz, convoquent Brenda Delgado au poste de police. Et quand elle arrive, elle se demande pourquoi elle est là. Elle ne connaît pas Kendra, elle ne l'a jamais vue, elle ne se sent pas du tout concernée par cette affaire. Elle a un alibi, elle était avec José au Chili's, elle a même le reçu, dans son sac. Elle peut le montrer, de suite. Cette histoire ne la concerne pas du tout. Et quant à la voiture, certes, c'est elle qui a demandé à l'emprunter, mais c'était pour Crystal Cortez. Crystal, elle ne la connaît pas très bien. Elle sait que c'est une mère monoparentale qui a du mal à joindre les deux bouts. Et quand Brenda a appris que c'était la voiture de José qui était recherchée, elle a appelé Crystal pour savoir ce qui s'était passé. Et Crystal lui aurait dit que ce soir-là, elle devait aller manger avec son fils dans un restaurant, proche du complexe d'appartements Gable Park 17. C'est peut-être pour ça qu'elle a été prise en photo ou filmée. Elle a cherché une place. Pendant 1 ou 2 heures, elle a tourné. Et comme elle n'en a pas trouvé, elle est rentrée chez elle. Ensuite, Brenda dit qu'elle pense que Crystal deal un petit peu de drogue. Et que cet après-midi-là, le 2 septembre, elle devait transporter de la drogue d'un endroit à un autre. C'est pour ça qu'elle avait absolument besoin d'une voiture. Voilà, c'est tout ce que Brenda sait. Maintenant, est-ce qu'elle peut partir? Et donc, c'est au tour de Crystal Cortez de subir un interrogatoire. Quand Crystal arrive au poste, les policiers se rendent compte que de tous les suspects, c'est la plus jeune. Elle a 23 ans. Et elle leur raconte une histoire farfelue. Elle explique que ce soir-là, le 2 septembre, elle avait prévu d'aller au restaurant avec son fils, qui a 9 ans. Et elle a commencé à chercher une place, pas loin. Et à un moment donné, alors qu'elle était à un feu rouge, un homme est rentré dans la voiture, côté passager.
et il lui a mis le pistolet au niveau du flanc. My son's in the back. My son is in the back. Elle a eu peur. Son fils était à l'arrière. L'inconnu lui ordonne de s'engouffrer dans le parking Gable Park 17, de se garer et d'attendre là. L'inconnu est sorti. Elle a entendu des coups de feu et il est revenu en courant. Il est remonté côté passager et il lui a ordonné de rouler. Et c'est ce qu'elle a fait. And he has a mask at this point, honestly. What does his mask look like? It's like white and black. And he's taller than me. Il lui a demandé de le déposer à l'extérieur de la ville. Pendant tout ce temps, Crystal essayait de ne pas le regarder, de ne pas lui donner des raisons de la battre. Quand ils sont sortis de la ville, il lui a dit de s'arrêter et ensuite il est parti. Crystal était chamboulée, elle est rentrée chez elle. Cette histoire, les policiers n'y croient pas une seconde. Mais ils l'ont laissé parler. C'est ce qu'ils font toujours. Ils laissent parler au cas où il y ait un petit brin de vérité qui apparaisse. À la fin de son histoire, il lui explique que ils ont vu sur les caméras de vidéosurveillance qu'à l'arrière de la voiture, il n'y a personne, il n'y a pas d'enfant. Comment est-ce qu'elle peut expliquer ça? Crystal ne sera pas difficile à briser. Dès que la première preuve est amenée, elle avoue. Elle avoue que ce jour-là, il n'y avait pas d'inconnu. Elle avait une mission, c'était d'amener quelqu'un, une personne, jusqu'à l'appartement de chez Kendra Hatcher. Jusqu'au parking exactement. Elle explique qu'elle savait que Kendra Hatcher allait être volée, peut-être menacée, mais pas tuée. Elle dit qu'elle ne savait même pas que le passager à côté d'elle avait une arme à feu. Les policiers lui demandent comment elle est arrivée à faire un acte pareil. Et elle leur répond que c'est sur la demande pressante de Brenda Delgado. Brenda lui a offert 500 $. Et Crystal a besoin d'argent. Elle a du mal à élever son fils. Et Brenda le savait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas résister. Et en plus, elle voulait aider son amie. Brenda Delgado ne supporte pas Kendra Hatcher. Elle lui a volé son petit ami, son futur mari, Ricky Paniagua. Crystal sera envoyée en prison et les policiers décident de reconvoquer Brenda Delgado. Mais Brenda n'est plus là. Elle a quitté le Texas, les États-Unis. Elle est revenue dans le pays où elle est née, au Mexique. Les policiers enquêtent sur elle. Elle est bien née au Mexique et de suite après, ses parents ont immigré aux États-Unis. Les policiers apprennent que depuis toute petite, Brenda Delgado rêve de faire quelque chose d'exceptionnel. Elle veut se sortir de ce statut d'enfant d'immigré. Elle a 4 frères et sœurs et la vie chez les Delgado est difficile, mais il y a beaucoup d'amour. La mère est femme de ménage et le père fait 2 métiers pénibles pour que tout le monde puisse manger à leur faim. Et Brenda avait un but, c'était de rendre ses parents fiers d'elle, d'avoir une vie stable et d'être riche. Brenda a toujours souhaité travailler dans le milieu médical. Exactement, elle voulait être dentiste. Mais la famille Delgado n'a pas les moyens de payer l'université à leur fille. Donc Brenda a commencé à travailler pour mettre de l'argent de côté et se payer l'université. Et en 2012, alors qu'elle a 30 ans, elle s'inscrit sur une application qui vient juste d'arriver, Tinder. C'est une toute nouvelle application de rencontre. Et la première personne avec qui elle parle, c'est Ricky Paniagua. C'est un médecin, intelligent, marrant, tout ce dont elle rêve. Et 3 mois après le premier rendez-vous au restaurant, Brenda s'installe chez lui. Et il vit dans un complexe d'appartements luxueux, lui aussi. Et la vie continue, sauf que pour Brenda, il est beaucoup plus facile d'économiser pour reprendre ses études. Elle part souvent au restaurant, elle s'habille avec des vêtements de marque. Brenda est très heureuse. Mais en juin 2013, elle tombe enceinte. Et il est convenu entre eux, d'un commun accord, qu'elle doit avorter. Et c'est ce qu'elle fait. Plus tard dans l'enquête, les policiers auront accès au téléphone portable de Brenda et découvriront dans l'application Notes une sorte de journal intime. Ils découvrent dedans qu'en juin 2013, après son avortement, Brenda se sentait terriblement seule. Elle ne pouvait pas en parler à sa famille, qui est très religieuse. Et donc elle l'a gardé pour elle. Et dans ce journal intime, en juin 2013, elle a noté que ce n'était pas grave parce qu'un jour, elle et Ricky auront des enfants. Maintenant que sa vie est devenue plus confortable au niveau financier,
Brenda peut enfin s'inscrire à l'université pour suivre des cours en soins dentaires. Mais durant cette année-là, Ricky lui annonce qu'il veut mettre fin à cette relation. Et surtout, il veut qu'elle parte de chez lui. On est fin 2014 et c'est un coup dur pour Brenda. Mais elle ne le montre pas et surtout, elle ne se résigne pas. Intérieurement, elle n'y croit pas. En plus, rien n'est perdu. Ricky lui a dit qu'il allait l'aider avec son forfait téléphonique et quelques factures aussi de son appartement qu'elle a pris avec soin pas loin de chez lui. Et dès ce moment-là, Brenda abandonne ses cours en soins dentaires et elle passe son temps à essayer de le reconquérir. Et Brenda a un atout. Elle connaît tous les codes de Ricky. Elle peut accéder à ses emails et à tous ses réseaux sociaux. Elle a accès à tout. Et donc, à tout moment, elle sait ce qu'il fait. Il prend des cours de salsa et par une coïncidence extraordinaire, Brenda y est. Alors qu'un jour il est parti faire une randonnée, au beau milieu du chemin, au milieu de la forêt, il rencontre Brenda, qui de suite s'exclame « Oh mon Dieu, c'est fou, c'est une intervention divine. Je ne peux pas faire un pas sans tomber sur toi. » Mais Ricky, qui ne se doute de rien, ne craque pas. Il ne veut plus revenir avec Brenda. Ricky, en grand gentleman, continue à payer ses factures pour l'aider. Et en juillet 2015, ce que Brenda redoutait le plus vient d'arriver. Sur Facebook, le statut de Ricky est passé de célibataire à en couple. Le soir même, il lui écrit un email où il lui dit qu'il a rencontré quelqu'un et qu'avec cette femme, c'est sérieux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans cet email, Ricky jamais ne mentionnera le nom de sa dulcinée, ni son prénom. Elle lui répondra qu'elle est contente pour lui et elle gardera sa hargne pour son journal intime. Et puis, en plus d'avoir accès à tous ses comptes e-mail, à ses réseaux sociaux, Brenda a installé un tracker. Elle peut suivre le téléphone de Ricky en tout temps. Et en faisant ses recherches, Brenda a trouvé l'identité de Kendra. Ricky, lui, ne mettait pas beaucoup de photos sur son Facebook. Mais Kendra, elle n'arrêtait pas. Et en découvrant toutes ces photos, ce bonheur qui lui semble insipide, Brenda déteste Kendra. Les deux s'amusent, sourient, partent en week-end, partent en vacances, alors que lui, Ricky, n'est jamais parti avec elle. Brenda est écœurée et elle a la nausée rien qu'à penser à ce couple. Et plus ça va, et plus elle est obsédée par ce couple. Et pendant cet été 2015, elle a plein de rendez-vous avec des hommes. Mais elle n'arrête pas de parler du couple Ricky-Kendra. La moitié des hommes ne finiront même pas leur repas avec elle, tellement ils seront agacés. Et certains seront plus courageux, plus tenaces, comme Roberto Menendez. Il dira que tout a commencé après l'entrée, quand ils étaient au restaurant. Elle n'arrêtait pas de parler de son ex et de sa copine. À la fin du repas, elle lui demande de la déposer chez une amie. Elle lui donne l'adresse d'un complexe d'appartements qui s'appelle Gable Park 17. Quand ils arrivent devant, ils stoppent la voiture. Mais là, elle ne descend pas. Elle regarde l'immeuble. Elle fixe l'immeuble. Les minutes passent. Il lui pose des questions, mais elle ne répond pas. Et à un moment donné, après de longues minutes, elle se retourne vers lui et elle lui demande « Est-ce que tu connais une personne qui pourrait faire du mal à quelqu'un ?» Roberto la ramènera chez elle et il ne voudra plus la revoir. Lors d'une soirée alcoolisée avec un cousin, Brenda lui dit qu'elle a acheté une batte de baseball en acier. Et elle lui demande s'il ne pourrait pas frapper quelqu'un. En échange, elle lui offre une voiture. Le cousin en question dira que pour lui, c'était l'alcool qui parlait. Durant cet été, Brenda est étouffée par son obsession. Elle ne peut pas s'empêcher d'en parler. Et sa colocataire qui vit avec elle, Jennifer, n'en peut plus. Depuis des semaines, Brenda est là en train de râler, de parler en permanence de Ricky et de Kendra. Elle demande à Jennifer si elle ne veut pas l'aider, à se venger par exemple. Et un soir, elle lui dit qu'elle a un plan. Les deux pourraient empoisonner Kendra. Elle pourrait lui enfoncer une seringue avec du potassium dans le cœur. Ce jour-là, c'est le point de non-retour pour Jennifer, et elle décide de partir, ce qu'elle fera le lendemain. Et alors que les policiers enquêtent sur Brenda,
au bout de quelques jours d'incarcération. Crystal Cortez a décidé d'avouer. Sur les conseils de son avocat, elle demande à faire un accord avec le procureur. Contre la vérité, elle ne prendrait que 35 ans de prison. Même si cela a l'air énorme, je pense que Crystal a eu bien fait de prendre cet accord. Et elle ajoutera les pièces manquantes aux puzzles que les policiers essayent de reconstituer. Crystal explique qu'à la base, c'est une amie de Jennifer, la colocataire de Brenda. Et à chaque fois qu'elle rendait visite à Jennifer, elle en profitait pour parler avec Brenda. Au début de l'été, elle s'est rendue compte que Brenda n'allait vraiment pas bien. Son amie n'arrêtait pas de parler de Kendra. Crystal avait pitié de Brenda. Elle n'arrêtait pas de se morfondre, de dire que Kendra était une femme horrible, qu'elle lui avait volé son petit ami. Et un jour, Brenda lui a demandé de l'aide. Elle avait besoin que quelqu'un la soutienne, et Crystal était prête pour ça. Surtout quand elle lui a dit qu'elle lui offrait 500 $. Crystal, à ce moment-là, est aux abois. Elle vit avec son fils dans le garage de chez ses grands-parents, parce que la maison est trop petite. Elle n'a que 23 ans, et elle a un fils qu'elle élève toute seule, qui a 9 ans. Elle a fui de chez sa mère, qui habite dans un quartier très toxique, défavorisé, où il y a beaucoup de membres de gangs. C'est pour ça qu'elle est allée chez ses grands-parents. Mais dans cette maison, personne ne mange à sa faim. Et Crystal a du mal à dormir la nuit, à cause de l'anxiété, à cause de la peur. Elle explique qu'à ce moment-là, 500 $, c'est énorme pour elle. Et puis Crystal a adoré Brenda. Elle l'a trouvée incroyable. Elle ne se laissait pas faire, elle ne se laissait pas abattre. Elle était toujours très bien habillée, bien maquillée, avec élégance. Pour elle, elle l'admirait. C'était comme une grande sœur. Elle avoue qu'à ce moment-là, si Brenda lui avait demandé de sauter d'un pont, elle l'aurait fait, sans hésiter. Pendant les derniers 15 jours d'août, les deux femmes n'ont pas arrêté d'épier Kendra et Ricky. Elles ont acheté des jumelles. Elles l'ont suivi en voiture en permanence pour comprendre ses allées et venues. Surtout à Kendra. Brenda notait tout. Elles étaient rentrées dans un mode militaire. Elles étaient en guerre et elles voulaient connaître leur ennemi. Mais les deux femmes savent qu'elles ne pourront pas passer à l'acte. Donc il faut trouver quelqu'un qui serait prêt à franchir le pas. Et Brenda a une idée. Crystal vient d'un quartier défavorisé. Il doit y avoir des membres de gang qui sont prêts à faire ce genre de choses. Et donc, elles décident de partir en voiture et font le tour du quartier. Elles cherchent quelqu'un. Mais elles n'osent pas s'arrêter pour demander à quelqu'un dans la rue. Donc à la fin de la journée, Crystal dit « Bon, mais tant qu'à être là, allons voir ma mère. » Et quand elles arrivent chez la maman de Crystal, il y a un individu avec elle. Un homme de 30 ans. Il s'appelle Christopher Love. Et pour Crystal et Brenda, cet homme semble très approprié. Et il a des tatouages très explicites sur ce qu'il peut faire. C'est un vendeur de drogue. Et il se vante sur les méfaits de son passé. Il a été arrêté plusieurs fois pour des agressions. Et Christopher Love, il a un plan dans la vie. Il a un projet de carrière. Il voudrait monter son propre réseau de prostitution. Christopher ne semble pas gêné à l'idée de tuer quelqu'un. Et de suite, Brenda prend les devants. Elle va le voir, elle lui dit qu'elle vient de Mexico, qu'elle connaît très bien des membres d'un cartel de drogue. Si il tue quelqu'un pour elle, elle lui donnera 3000 $ en marijuana. Et comme Christopher Love n'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, il ne se demande pas pourquoi Brenda ne fait pas appel à son cartel de drogue. Non. Les 3000 $ l'empêchent de réfléchir. Et il accepte sur le champ. Elles n'ont pas besoin de s'inquiéter, il a déjà l'arme à feu, un Smith & Wesson. Et il sait comment faire. Fin août 2015, alors que tout est en train de se mettre en place, Brenda, qui avait repris ses études en soins dentaires, réussit son examen. Et Ricky est le premier à la féliciter. Il lui envoie un email, mais dans cet email, il lui dit aussi qu'il ne pourra plus payer ses factures. Avec sa dulcinée, c'est devenu sérieux. Et ils comptent tous les deux partir vivre en Californie. Il est soulagé maintenant de voir qu'elle pourra voler de ses propres ailes financièrement. Et quand Brenda reçoit cet email, son sang se glace. Mais le pire, ce qui va sceller le destin de Kendra, c'est quand elle apprend que Ricky et Kendra partent à Cancun. Et là, Brenda fixe la date. Ce sera pour le 2 septembre, juste avant leurs vacances.
Et le 2 septembre, elle et Crystal partent chez José Ortiz et lui empruntent une voiture. Le plan est en marche. Et malheureusement pour Kindra, il n'y aura aucun accroc. Après la confession complète de Crystal et sa promesse aussi de venir témoigner au procès, les policiers partent arrêter Christopher Love. Mais celui-ci est parti le 3 septembre, le lendemain de la mort de Kendra. Il a fui au Tennessee, mais comme tout bon délinquant, il a commis des méfaits là-bas, et donc il est déjà en prison. Le 30 septembre 2015, 28 jours après la mort de Kendra, il est ramené au Texas. Bien sûr, il se dit non coupable, il est complètement innocent, et il prendra à la rigolade l'interrogatoire effectué par la police. Quant aux policiers du Tennessee, eux, ils ont fouillé la voiture de Christopher Love et ils ont trouvé à l'intérieur le pistolet, le Smith & Wesson. En même temps, les policiers feront tout pour extrader Brenda du Mexique. Mais le gouvernement mexicain ne veut pas extrader tant qu'il y a le risque de la peine de mort pour un de leurs citoyens. Brenda est quand même née au Mexique. Donc, à contre-cœur, le procureur de la ville de Dallas conclut un marché et il enlève la peine capitale. En 2016, elle revient sur le territoire américain. En 2018, en octobre, le procès contre Christopher Love commence. Et les preuves contre lui sont énormes. Il n'a rien caché. Il y a d'abord le témoignage de Crystal Cortez. L'arme à feu retrouvée par les policiers du Tennessee correspond aux douilles trouvées sur la scène de crime. C'est cette arme qui a fait feu. Dans la Jeep Cherokee, il y a les empreintes digitales de Crystal, mais aussi de Christopher Love. Les jurés mettront 2h30 pour délibérer et il est reconnu coupable du meurtre de Kendra. Il reçoit une sentence terrible, la mort par injection létale. Le fait d'appartenir à un gang donne le droit à l'État du Texas de demander la peine capitale. Les amis et la famille de Kendra sont 100% derrière ce verdict et cette sentence. La mère de Christopher Love viendra aussi à la barre. Elle est extrêmement triste par les actions commises par son fils. Parce que même si Christopher vivait dans un quartier défavorisé, sa famille a tout fait pour que leurs enfants s'en sortent. Et sur les 3, seul Christopher a mal fini. Et en juin 2019, c'est au tour de Brenda Delgado d'être jugée. C'est les mêmes témoins qui reviennent, les mêmes personnes. Ils disent tous la même chose. Crystal aussi vient à la barre. Probably 2 weeks after I met Brenda, we started planning this murder. Ricky Paniagua, quand il vient témoigner, il ne la regardera qu'une seule fois dans les yeux, mais ensuite, il évitera son regard. Quant à Brenda, elle le fixera en permanence, avec un visage fermé, froid. Le procès ne dure que 5 jours, et le 7 juin 2019, Brenda est reconnue coupable du meurtre au 1er degré, comme si elle avait tenu l'arme. Il sera décidé qu'elle passera sa vie en prison, 60 ans au Texas, et elle ne pourra pas sortir à mi-peine. Et comme a dit le juge, elle passera le reste de sa vie naturelle, enfermée, loin de la société. You, Brenda Delgado, have earned your spot on this earth behind cold steel bars for the rest of your miserable, pathetic life. Et je vais prendre 2 minutes pour donner mon avis. Brenda est impulsive, égoïste, elle n'a pas d'empathie, ni de remords. Elle ne prend aucune responsabilité. Et d'après moi, elle n'est pas juste jalouse que Ricky ait trouvé une autre femme. Non, ça va plus loin. Brenda est furieuse parce que Kendra représente tout ce qu'elle souhaite, mais pour elle. Kendra est belle, elle a réussi, elle est dentiste, ce que Brenda souhaitait faire. Kendra a de l'argent, elle va dans les restaurants chics, s'habille avec élégance. Elle profite de week-ends romantiques avec un homme brillant, parfait, intelligent, un docteur. Kendra est morte parce qu'elle vivait la vie rêvée par Brenda.
Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire ou même si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas de me le dire dans vos commentaires. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard!